Hello girl, je suis trop contente de te voir sur mon podcast aujourd'hui. Éclatante éclaireuse voit enfin le jour. J'avais tellement envie de partager toute mon histoire, partager tout un tas de choses, partager mes connaissances, mes pensées, ma façon de vivre au quotidien parce que dis-toi que je suis partie vraiment d'un niveau très 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 bas, d'un niveau où en fait j'avais tellement envie de ne plus croire en la vie que je pensais que ma vie était fichue, clairement. Et tu sais, il s'est passé tout un tas de choses, tout un tas d'événements dans ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui j'en fais mon métier. C'est pas pour rien que je suis coach holistique depuis 5 ans. C'est pas pour rien que je mets toute mon énergie, toute mon âme au cœur de mes accompagnements et que j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire gagner du temps aux femmes, en fait. Finalement, mon objectif, c'est arrêter d'être résignées, les meufs. Arrêtez de croire que tout est fini. Arrêtez de croire que la vie vous en veut. La vie ne vous en veut pas. La vie, elle est juste là, au bon moment, pour vous faire expérimenter des choses. Alors tu vas me dire, ouais, ok, super. Mais quand tu vis un truc vraiment pas cool, tu fais comment? Puis en fait, je vais te raconter tout ça. Quand tu vis un truc vraiment pas cool, bien sûr que tu as le droit d'être en colère, bien sûr que tu as le droit d'être vénère, mais t'as pas le droit de baisser les bras. Alors je me présente enfin. Je m'appelle Ludivine Kolodziejski, j'ai 40 ans, je suis mariée et j'ai 2 magnifiques filles. Alors bien entendu, je suis pas objective. Mais cependant, j'ai une vie qui aujourd'hui me correspond. J'ai une vie que j'ai choisie et que je nourris au quotidien. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? Écoute-moi bien, j'étais pas du tout destinée à ça. J'ai grandi dans une famille où c'était hyper chaotique. Franchement, c'était un peu le tsunami total. Mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans et demi. Ma maman avait déjà eu 2 filles d'un premier mariage. Mon papa, à cette époque-là, jouait beaucoup, buvait beaucoup. Enfin, c'était un climat qui n'était pas vraiment safe pour une enfant. Et il s'avère que mes parents ont divorcé avec beaucoup de violence. Ce qui s'est passé, clairement, à cette époque-là, je peux t'assurer qu'on considérait pas les enfants comme on les considère aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas du tout demandé à Ludivine, 3 ans et demi, si elle souhaitait vivre avec sa maman ou son papa. Ce qu'on a juste fait, c'est que les avocats de l'époque se sont un peu bataillés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées, vraies, pas vraies. Bref, c'était pas trop le sujet. Seulement, je me suis retrouvée à vivre avec mon père. Mon père, je l'ai toujours beaucoup aimé, c'est pas non plus le sujet. Par contre, effectivement, mon père a tout de suite retrouvé une femme et une fille qui avait 1 an de plus que moi, que j'aime beaucoup, qui est comme une de mes sœurs aujourd'hui, mais on n'a rien du tout en commun d'un point de vue lignée du sang, que dalle quoi. Mais ma belle-mère, c'était un petit peu, et je m'en suis aperçue que très tard, un peu comme la marâtre dans Cendrillon. Je sais pas si tu vois de quelle femme je parle, mais ça n'a pas été très simple tous les jours. Ce qui fait que j'ai grandi dans un climat qui était assez faux en fait, assez déstabilisant pour moi et très, très, très toxique, oh mon Dieu. Pour te donner un exemple, quand j'allais voir ma maman tous les mercredis, un week-end sur 2, que je voyais mes sœurs, donc je revenais, le cœur rempli de joie, d'amour, des souvenirs plein la tête. Je sais pas si tu 3 ans et demi, tu es privé de ta maman. Waouh! Je suis maman aujourd'hui, je peux t'assurer que jamais j'aurais souhaité ça à quiconque, mais vraiment jamais. Et je revenais en voulant partager des choses et en fait, ma belle-mère, à chaque fois, me demandait de me taire. Elle me demandait de ne pas parler de ma mère, elle me demandait de ne pas parler de mes sœurs, elle me demandait de fermer ma bouche et de l'appeler maman. Ce que j'ai jamais réussi à faire, soit dit en passant. Ça, mon papa ne s'en rendait absolument pas compte parce qu'il était, bah, dans cette génération peut-être où il travaillait beaucoup, il s'occupait de nous, mais bon, sans plus, tu vois? Il ramenait l'argent à la maison et puis c'était quelqu'un de très gentil, très joyeux, mais il n'y avait pas forcément ce lien très profond entre un père et un enfant qui peut-être est beaucoup plus présent dans notre génération d'aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que je le vois avec mon mari et mes enfants. Et donc j'ai grandi dans ce truc un petit peu chaotique, pas très très cool pour moi, où j'ai vécu à côté de chez ma grand-mère paternelle, qui est toujours de ce monde, qui a 99 ans bientôt, que j'aime beaucoup, avec laquelle ça a été extrêmement compliqué. Faut savoir que ma grand-mère est à l'origine de nombreuses de mes blessures émotionnelles. Alors je te dis ça aujourd'hui avec un grand smile, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais parce que j'ai beaucoup pardonné. Je lui ai pardonné, j'ai pardonné à tous les membres de ma famille avec lesquels ça n'a pas été facile, et je me suis pardonnée aussi. Clairement, je me suis pardonnée de ne pas avoir su, à l'époque, réagir autrement. Je me suis pardonnée d'avoir cru tant de choses. Je me suis pardonnée d'être rentrée dans ce cercle infernal, d'avoir joué aussi avec leurs propres blessures et avoir mis en écho les miennes. Je me suis pardonnée tout un tas de choses. Et vraiment, c'est ça qui a fait la différence. Parce qu'à partir du moment où tu décides de te pardonner, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout autre chose qui s'ouvre. Déjà, il y a de l'amour qui passe, clairement. Quand tu décides de pardonner à l'autre, il y a plus de haine, il y a plus de colère, il y a plus d'agacement, il y a juste de l'amour qui passe. Ou en tout cas, il y a ce que tu as envie d'y mettre. Et si c'est juste de la distance, c'est OK.
mais il y a plus de ressentiment qui vient teinter quelque chose qui n'est plus OK dans ta vie d'aujourd'hui. Et donc tu vois, ça a été un premier élément déclencheur chez moi. Et tout au long de ma vie, j'ai grandi comme ça, en fait, avec, bah, avec le sentiment d'avoir grandi trop vite. Tu vois, moi, à 5 ans, dans ma piaule, j'étais déjà en train de jouer des histoires d'adultes où les fins étaient toujours heureuses, étrangement. Mais tu vois, j'aimais m'enfermer, j'aimais être dans mon petit cocon à moi parce qu'il y avait que dans ma chambre que je me sentais en sécurité. Mais vraiment que dans ma chambre que je me sentais moi. Et en fait, très bizarrement, et tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai très peu raconté, c'est que au lieu de jouer à la poupée, au lieu de jouer à tout ça, je jouais en fait, le rôle d'une jeune femme, qui, faisait des concerts, qui faisait des démonstrations, qui faisait des conférences et tout le monde était là et tout le monde m'écoutait et tout le monde, ressentait du bien à mes côtés. Et en fait, c'est très étrange parce que tu vois, c'est quelque chose qui pendant très longtemps m'a habité où on me demandait tellement de me taire, j'étais tellement trop ou pas assez. En fait, j'étais pas assez jolie, pas assez mince. Par contre, j'étais trop expansive, trop expressive, je rigolais trop, je travaillais pas assez, enfin bref, il y avait toujours un trop ou un pas assez et du coup, j'étais jamais dans le juste en fait, j'étais jamais aimée comme j'aurais dû être aimée. Et donc très rapidement, et ça je sais que mes potes rigolaient beaucoup à l'époque, j'ai construit une phrase qui était en fait comme une phrase identitaire pour moi qui était: «Je suis moche, conne et grosse» et clairement, tu me demandais mon prénom, c'était limite si j'allais pas te sortir cette phrase collée à ce prénom parce que c'était le prolongement de qui je suis. Bien sûr, aujourd'hui, je suis loin de tout ça, mais parfois, il y a ma petite voix intérieure, la petite, relou qui revient et qui essaye de me faire croire encore que finalement je suis peut-être moche, grande et grosse, pardon. Oui, possible, mais j'ai plus envie d'y croire et j'ai plus du tout envie de croire en tout ça. Et donc tu vois, ça a été un pan de construction de ma vie aussi. Donc j'ai grandi avec cette espèce de cocon dans lequel je me construisais, et cetera, mais avec une perception bien précise de ce qu'était l'adulte, avec une perception bien précise aussi de ce qu'aurait pu être ma vie et ce que j'étais en train de construire autour de tout ce marasme. Parce qu'entre tout ça, c'était pas simple. Entre tout ça, il y avait des déchirements, il y avait des disputes, il y avait de la violence extrême, il y avait des mots très durs, il y avait de la violence physique, mais il y avait aussi des choses qui étaient de la comparaison. Et tu vois, l'humiliation, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. L'humiliation, elle a été physique, c'est-à-dire que c'était pas tant des sévices corporels, si je puis dire, mais c'était des humiliations physiques, des railleries, des moqueries, de oh là là, bah dis donc, tu mets ce pantalon-là, bah moi je serais toi, je mettrais autre chose. Parce que tu penses que t'es belle. Ça, c'était des petites phrases. Parce que tu crois que maquillée comme ça, on va te remarquer. Parce que tu crois que avec ton sourire, tu vas faire je sais pas quoi. Bon, c'était toujours des railleries comme ça. Et puis il y a aussi l'humiliation qui a été vraiment psychologique. Ça a été de l'ordre de la comparaison: «Tu es comme ta mère». Ça, c'est une comparaison que j'ai toujours entendue. Ma maman, faut savoir que c'est une femme, alors qui est toujours très belle, mais punaise, à 30 ans, c'était une badass! C'était une meuf magnifique. 30-40 ans, ma mère, elle explosait tous les compteurs, c'était un truc de fou. Elle était incroyablement belle, féminine, sexy, jamais vulgaire, toujours en talons, toujours tirée à 4 épingles. Une femme incroyablement belle, très intelligente, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour à donner. Enfin vraiment, c'est vraiment un exemple de femme pour moi, vraiment aujourd'hui. Et donc cette femme qui ne faisait plus partie de la sphère dans laquelle j'ai grandi auprès de mon père, bah, était vue comme le grand méchant loup. Étant donné que je tentais de lui ressembler, mais d'un point de vue complètement, naturel, coquette, enjouée, rigolote, j'aimais bien me maquiller et cetera, bah, bien entendu, j'ai essuyé bon nombre de critiques qui ont été extrêmement violentes, avec des insultes. «Tu es comme ta mère, tu es une tu vas aller sur le trottoir», enfin des choses qui sont dures. Parce que déjà en tant qu'enfant, qu'est-ce qui se passe clairement? Il se passe un truc, ce qui est que tu as beau aimer ta mère plus que tout au monde, il y a quand même ce point d'interrogation qui est: «Pourquoi les autres personnes que j'aime plus que tout au monde pensent ça d'elles? Où se situe la vérité?» Ça, c'est très important et c'est hyper traumatisant. Et puis, il y a tous ces mots qui sont durs, tous ces mots de comparaison qui font que très rapidement, alors déjà la préadolescence, adolescence, j'ai envie de vous dire les meufs, vous savez toutes par quoi on passe, c'est-à-dire qu'on n'est pas au mieux, au top de notre forme, on a les formes voilà, la poitrine qui pousse, on a des hanches, on a nos premières règles, on a des poils qui apparaissent, enfin bref, des boutons pour certaines. C'est vraiment pas là qu'on est le plus au top de notre carrière de top modèle, clairement. Donc quand en plus vous vous ramassez tout un tas d'injonctions,
Et bien là où j'aurais peut-être, fait quelque chose de cette laideur adolescente qui arrivait, bah, clairement je me suis enfermée dedans. Donc je me suis habillée, en garçon manqué, enfin j'avais vraiment ce truc, tu vois, qui venait, me chatouiller. Je savais que c'était pas moi, mais c'était un moyen de me protéger et en fait, je me suis constamment protégée et depuis toute petite, ce qui s'est toujours passé incroyablement, c'est que j'attirais à moi des nanas extraordinaires. J'attirais à moi des copines extraordinaires, des copains extraordinaires, des gens que j'idolâtrais. Vraiment, je me disais: «Waouh, un jour quand je serai grande, je voudrais trop être comme elle ou comme lui». Je voyais ces personnes qui venaient vers moi, qui me demandaient des conseils, qui venaient se confier et ma famille aussi, mes sœurs, ma mère, enfin bref, waouh, il y avait un truc qui venait, plus je grandissais, plus j'étais magnétique vers ces personnes qui venaient, moi, me demander conseil, alors que j'étais rien. J'étais insignifiante, moche, conne et grosse. What the fuck? C'est quoi le truc? Il se passe quoi? J'ai toujours aimé les autres, j'ai toujours aimé les gens. Alors du mieux que je pouvais, j'ai toujours été là pour tout le monde. Par contre, il y a un truc qui m'a fait tilt beaucoup plus tard dans ma vie. C'est que très peu de fois, on m'a demandé moi comment j'allais. Très peu de fois, on est venu me demander comment j'allais dans ma vie, comment j'avais fait pour m'en sortir, ce que je comptais faire pour aller mieux, et cetera, et cetera. À aucun moment, on est vraiment venu me demander si moi j'allais bien profondément. Parce qu'en fait, dès toute petite, je me suis construit un masque social. Et ce masque social, c'était un moyen de me protéger. D'avoir le sourire tout le temps, de rigoler, d'être la petite rigolote, de faire le clown, de réussir à l'école. Clairement, je me protégeais. On ne pouvait pas penser que j'allais mal, puisque tout allait bien, en surface. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens venaient vers moi. Pas parce que j'allais bien en surface, parce que d'un point de vue énergétique et vibratoire, ils savaient ce par quoi j'étais passée. Ils savaient que j'allais être là pour eux, que j'allais être profondément à l'écoute, profondément focus sur ce qu'ils allaient me raconter pour que je puisse leur apporter une solution la mieux, la plus logique, la plus simple, la plus sensée pour eux, et qu'après ils feront leur petite décision, leur petit mélange intrinsèque pour pouvoir trouver la solution qui est déjà à l'intérieur d'eux. Mais ça a toujours été ma vie. J'ai pas voulu l'écouter. Cette partie-là de moi, je ne l'ai pas voulu l'écouter. Parce que ça voulait dire que je devais oser assumer qui je suis. Ça voulait dire que c'était bon. Je me cassais de toutes ces blessures, que je me barrais de tout ce qu'on avait pu me foutre sur le dos et que c'était terminé. Et quelque part, je faisais un peu un pied de nez. Et quelque part, j'osais quitter la meute. Je n'étais pas prête à sortir de la meute. C'était trop important pour moi, c'était trop sécuritaire quelque part. C'était ma zone de confort. Et clairement, même si c'est un gros caca, ça restait ma zone de confort, ça restait ma sécurité, c'était le connu pour moi. Et il s'est passé des choses dans ma vie. Je me suis fait trahir par mes 2 premiers amours que j'ai aimés plus que tout au monde. Ça a été une déchirure incommensurable, où vraiment ça a été des trahisons, des humiliations, plus, plus. À ce moment-là, j'étais pas prête à comprendre que la vie mettait juste en face de moi ce que je devais régler. Je n'étais pas prête à comprendre à quel point ça pouvait me faire évoluer et ça pouvait me faire éveiller, m'élever, et cetera, et cetera. Et j'ai rencontré mon mari. Ça fait 19 ans cette année qu'on est ensemble. Le pauvre, ça n'a tellement pas été simple pour lui. Mais les meufs, si vous saviez à quel point ça n'a pas été simple pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est arrivé avec ses blessures, certes, mais il est arrivé comme un homme que j'espérais, mais un homme que je n'ai jamais connu dans ma vie. J'avais pas eu cet exemple-là en tant que père, j'avais pas eu ces exemples-là dans les hommes autour de moi. Et donc il est arrivé avec tout son amour, toute sa bonhomie, tout son humour, toute sa générosité, toute sa tendresse, toute, ce cheval servant, enfin ce chevalier servant, ce cheval servant, n'importe quoi. Ce chevalier servant qui arrivait, qui était vraiment là, avec toutes ses bonnes manières. Waouh! Je me suis pris une claque. Bon, je l'ai quitté au bout de 4 mois, clairement. Puis je suis revenue. Parce que lui, bah, il avait compris que c'était pas OK, en fait. Donc il s'est barré, il a voulu faire sa vie, il avait tout à fait raison. Mais moi, je me suis dit: «Meuf, si tu le laisses partir, lui, tu en auras plus jamais dans ta vie. Tu louperas ta chance. The last chance, c'est maintenant». Donc en fait, j'y suis retournée et on a passé toute la nuit à discuter. On était à Paris à l'époque, on a passé toute la nuit à discuter, je lui ai raconté toute ma vie. Je lui ai dit: «OK, moi, il y a pas de problème, on y va. Par contre, ça va être dur». Il me dit: «Pourquoi?» «Pour toi, ça va être dur. Pour moi, oui, mais pour toi, ça va être très dur parce que je sais que je suis au tout début d'une potentielle guérison et encore, on n'aurait pas assez d'une vie, mais je suis vraiment au début d'une guérison potentielle. Qu'est-ce qu'on fait de ça?» Il m'a dit: «OK, vas-y, on avance, main dans la main». Bon, lui, il avait le syndrome un peu du sauveur, hein, clairement, soyons clairs, il avait sa grosse cape et il y est allé, quoi.
Donc voilà comment ça s'est passé en fait le truc. Voilà comment clairement on a avancé ensemble tous les 2, et cetera. Et en fait, il s'est passé des choses dans ma vie qui dans ma jeune vie d'adulte en fait, qui se sont répétées, 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 répétées. Et j'ai eu ma première fille à 30 ans, Elina. Franchement, je crois qu'elle m'a sauvé la vie d'une certaine façon. J'ai un peu d'émotion quand je dis ça en fait parce que je crois que j'ai jamais vraiment pris conscience qu'elle m'avait sauvé la vie. En fait, elle a réussi, tu sais, à appuyer un peu comme sur le buzzer. Bon, terminé, game over, on repart à zéro, on fait quelque chose, on arrête tout. Ça a été vraiment un tremblement de terre, mais intérieur tellement puissant que je me suis dit: «Waouh, je peux pas continuer comme ça, je peux pas lui transmettre ce que j'ai vécu, je peux pas lui donner ce que j'ai vécu, je peux pas la faire grandir dans tout ce que j'ai gardé en moi qui n'est pas bon. C'est impossible». Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire mes premières lectures de dev perso. J'ai commencé avec Eckhart Tolle, qui est un être incroyable sur le pouvoir du moment présent, l'instant présent, la nouvelle terre, et cetera, et cetera. Et là, je me suis dit: «Waouh, mais c'est quoi ce truc?» Et en fait, si tu veux, il y avait une part de moi qui comprenait et une autre part qui captait rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je voulais mettre de la conscience dans ce que je lisais, je captais rien. Et quand je laissais le subtil, c'est presque mon âme, capter ce que j'étais en train de raconter, c'était incroyable. Il y avait une forme à l'intérieur de moi qui de quiétude qui disait: «OK, c'est bon, j'ai compris. OK, c'est bon, j'ai compris. OK, c'est bon, j'ai compris». Et ça m'a élevée, ça m'a aidée. Je me suis dit: «Waouh, mais il y a un truc qui est en train de se passer». Et là, j'ai commencé le process de guérison. J'ai commencé à lire Lise Bourbeau, à me renseigner, à lire des livres sur la psychologie où je me suis dit: «Mais en fait, tout ça, je l'avais déjà à l'intérieur de moi, je l'avais déjà dans mes tripes depuis que je suis toute petite». Pourquoi j'étais à part? Pourquoi il y avait des choses que je captais chez les gens que je n'arrivais pas à comprendre? Tu vois, d'un point de vue, scientifique, si je puis dire, parce que j'avais une intuition qui était énorme. Je captais des choses, même de l'ordre du subtil et de l'au-delà, que les gens normaux, alors je mets des guillemets parce que j'aime pas dire les gens normaux, mais en tout cas le lambda des mortels, le commun des mortels ne captait pas. Pourquoi quand je rentrais dans une pièce, je sentais, une présence intense alors que les autres pas? Pourquoi dans certains endroits je dormais pas parce que j'avais l'impression qu'il y avait une âme qui était au-dessus de ma tête? Pourquoi je ressentais tout autant de choses impensables, incroyables, que je n'arrivais pas à expliquer. Et en fait, en lisant tout ça, et tu vois le feu là qui m'anime, ça a été une révélation puissante. Ce qui s'est passé de deuxième révélation, c'est qu'on a déménagé avec mon mari, je l'ai suivi pour sa profession, et cetera. Et en fait, moi, j'ai retrouvé un taf. J'étais commerciale avant, responsable commerciale dans l'agroalimentaire. Donc, je m'éclatais, j'adorais ce que je faisais parce que la bouffe est une part très importante chez moi. Vous devez le voir dans mes réels, etc. Je suis tout le temps en train de manger ou de boire quelque chose. C'est impossible de faire autrement. C'est la vie pour moi. Enfin, j'adore ça. Donc, j'aimais vraiment ce métier. Ce que je n'aimais plus, c'était tout ce qu'il y avait derrière. Donc, tu vois, tout ce côté vraiment chiffres, euh, ce côté très compliqué. T'es un numéro, t'es pas un être humain, des objectifs qui étaient absolument inatteignables. Enfin bref, il y avait tout un tas de choses qui ne résonnaient plus avec moi. Et je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, donc à 34 ans. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me suis réveillée. Alors, ça faisait déjà longtemps que j'avais la boule au ventre pour aller bosser, etc. Je me suis réveillée. J'ai été voir mon mari et je lui ai dit: «Écoute, j'ai envie d'arrêter mon taf, j'ai envie de démissionner. J'ai envie de vivre de ce qui m'a toujours animée, je veux aider les autres. Je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni comment je vais m'y prendre, mais je veux aider les autres. Je veux vivre de ça». Il m'a dit: «OK, let's go, je te suis. Tu m'as toujours suivi professionnellement, tu sais quoi? Je te suis». Et là, ça a été pour moi, pas que j'attendais sa validation, les meufs, je vous vois venir, mais c'était quand même important. C'était mon mari, enfin, j'étais enceinte de la deuxième, on construisait encore un foyer plus important, démission égale zéro revenu, enfin, c'est quand même des discussions qui sont importantes à avoir au sein d'un foyer. Et donc le fait qu'ils me disent: «OK, vas-y, je te suis», je savais que j'allais pouvoir faire ce que je voulais. Enfin, jamais ils m'auraient dit quoi que ce soit. Donc là, j'ai commencé à rechercher, donc j'ai posé madame, hein, clairement. J'ai, commencé à chercher vers ce quoi je voulais aller, et cetera, et cetera, et l'hypnose humaniste est venue tout de suite à moi. Pourquoi? Parce que le subconscient, le subtil, hem j'avais tellement capté que, OK, nos pensées créent notre réalité, mais toutes nos connexions neuronales, toutes nos croyances, tous nos schémas qui sont ancrés sont dans cette petite boîte noire, comme la boîte d'un avion, clairement, qui est l'inconscient, le subconscient, appelle-le comme tu veux, mais en tout cas, qui gère tout ça. Et si tu ne vas pas à la source de ça, tu peux lire autant de bouquins que tu veux, il n'y a rien qui changera. Parce que la source, elle est toujours sclérosée par quelque chose qui n'est pas OK pour toi, qui n'est finalement pas ta vérité.
Et donc j'ai commencé à me former enceinte, je faisais les allers-retours à Paris, j'étais hébergée chez mon meilleur pote, enfin c'était du n'importe quoi. Il y avait ma petite chérinette qui avait 4 ans, qui était avec mon mari, enfin ma maman a beaucoup été présente aussi. Enfin c'était incroyable tous ces moments-là et j'ai commencé en fait vraiment, à avoir mes diplômes. Donc j'ai fait hypnose humaniste, EFT, sophro-analyse des mémoires prénatales, j'ai fait de la PNL, clairement c'était, voilà, j'avais cette étiquette-là, d'hypnothérapeute ou ce que vous voulez. Et en fait, j'ai commencé à bosser comme ça. J'ai acheté un cabinet, au sein d'une maison médicale, donc j'ai commencé à bosser en physique et j'ai adoré. J'étais tellement dans un feu incroyable que j'ai créé un programme sur mesure pour les femmes, qui est toujours d'actualité, que j'ai remis au goût du jour bien sûr, mais qui s'appelle Grow Up. Et j'ai accompagné des nanas avec ce programme où j'ai fait un melting pot de toutes mes connaissances et de mes expériences. Ça a été incroyable les meufs. Je voyais des transformations de dingue, je me suis dit: «Waouh, mais là je suis en train de tenir quelque chose». Et en fait, j'étais vraiment donc ma deuxième fille est arrivée, tout était très bien et cetera et j'étais vraiment dans une forme de vie qui était géniale. Tu sais ce qui s'est passé? Il s'est passé en fait que j'étais à un palier où la vie s'est dit: «Putain, ça a l'air trop facile pour elle là, ça a l'air, elle est bien, elle est heureuse. On va lui claquer deux trois petites choses dans la face, je pense que ça va la calmer et puis on va voir ce que ça va donner». Clairement, je vous assure les filles, à ce moment-là, avant que ça me pète à la tronche, j'avais fait tout le travail que j'avais à faire vis-à-vis de ma maman et mon papa. J'avais pardonné beaucoup de choses, j'avais vraiment travaillé énormément sur moi, beaucoup d'introspection. J'étais suivie 1 fois par 15 jours, donc 2 fois par mois, par une coach, psychothérapeute, psy, et cetera. Parce que vraiment, c'était important pour moi de déblayer tout un tas de choses, surtout que quand tu accompagnes les gens, je pars du principe que c'est toujours bien de continuer de te faire suivre, soit dit en passant. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait tout ce travail-là, tout allait bien dans ma vie. Et la maison médicale, ça commence à partir en vrille. Pas moi, hein, mais des collègues, et cetera. Ah, il y avait une ambiance de dingue et moi je ressens tellement les énergies que ça n'allait pas du tout. Je me sentais plus du tout à ma place. Donc j'ai commencé à voir comment je pouvais faire pour vendre ce cabinet et peut-être, bah, bosser de chez moi. On construisait un petit bureau, une annexe dans ma maison, et cetera. C'était vraiment l'opportunité. Mais la grosse claque que j'ai prise dans ma vie, les meufs, c'est que mon papa est décédé, brutalement, le 22 février 2023. C'était tellement pas prévu, mais c'était tellement pas prévu. Que ça a été un tsunami émotionnel, un traumatisme, je crois le traumatisme le plus puissant que j'ai pu vivre de ma vie. Pardonnez l'émotion qui vient un peu, mais c'est inimaginable ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Faut savoir que du côté de mon père, je suis fille unique. Donc même si du côté de ma mère, j'ai 3 sœurs avec lesquelles vraiment demi-sœurs, mais qui sont mes sœurs pour moi, avec lesquelles j'ai vraiment des liens très, très forts, je me suis retrouvée toute seule à gérer ça. Toute seule à gérer le départ de mon papa, à gérer son appartement, ses papiers, son enterrement et à gérer ma grand-mère, qui était toujours de ce monde, à annoncer à ma grand-mère que son fils était parti. Waouh! What the fuck? Je vous assure que sur le moment, quand j'ai appris cette nouvelle et que j'étais dans son appartement et qu'il était dans la pièce d'à côté, je me suis effondrée sur le sol. Mais attendez, il s'est passé un truc de dingue à ce moment-là. Je vous assure que si c'était arrivé peut-être 5 ans, 10 ans en arrière, les filles, j'en serais pas là aujourd'hui. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis effondrée et je lui ai dit et je me suis dit: «Ouh, tu seras ma force et ma puissance. Tu seras ma force et ma puissance». J'ai su à ce moment-là qu'il allait se passer un truc de dingue. En fait, je savais qu'il allait bouleverser ma vie. Je savais que c'était une sortie qui était pas prévue, mais ça lui ressemblait tellement. Ça lui ressemblait tellement. Je l'appelais mon vieil ours aigri. Mon père était comme ça, donc en fait, il est parti comme il aurait pu partir. Voilà, c'était une jolie fin pour lui, même si elle était peut-être pas forcément jolie, mais c'était la fin qui était vraiment la plus logique et légitime pour lui. Et en fait, cette fin, elle a été dure et en même temps d'une réelle douceur. Parce qu'elle m'a fait comprendre ce qu'était le vrai sens de la vie. Au travers de son départ, j'ai encore plus été connectée. J'ai ressenti encore plus de choses. Mais les filles, mais si vous saviez pardon, les intuitions que j'ai, c'est dingue, les messages que j'ai, la façon dont j'accompagne aujourd'hui n'est plus du tout la même. Heu, Pendant cette période de deuil avec mon père, je n'avais que des clientes qui venaient avec des papas décédés.
Je vous jure les meufs, j'attirais à moi vraiment, ce que je vibrais. En fait, c'était un truc de fou. Il y avait un échange qui se faisait, c'est-à-dire que plus je faisais les protocoles de soins, de deuil auprès de mes clientes, plus je me guérissais moi-même. C'était incroyable, vraiment incroyable et j'ai passé 2 ans, allez 3 ans, ouais, 2023-2024, ouais, c'est ça, 3 ans, 3 ça faisait 3 ans cette année. Le 22 février 2025, ça fait 3 ans cette année qu'il est parti. J'ai vécu 3 ans entre parenthèses. J'ai créé mon business en ligne. Ça a été long, ça a été hyper long. J'ai un contrat freelance que j'adore. Je travaille pour Sandra Verger. On se kiffe. Enfin, je suis une de ses coachs, coach Locomotive Academy et coach Locomotive Business. Donc, je travaille super bien pour elle. J'ai des contrats qui ont été développés en tant que formatrice extérieure en management, en, en comment? En équipe, en team building, en management. Enfin bref, excuse-moi, je perdais un petit peu mes mots là, pardon. Donc j'ai vécu des contrats de dingue. Mais mon petit business à moi là, ma petite entreprise que j'avais créée, elle ne décollait pas vraiment. Et en fait, au moment des 3 ans de l'anniversaire du départ de mon père, il s'est vraiment passé un switch. Je crois que je lui ai vraiment dit au revoir à ce moment-là. Et je crois que j'ai vraiment ressenti aussi à ce moment-là qu'il était en paix et qu'il était bien et que c'était OK. J'ai commencé à recevoir des signes de lui, chose que je ne recevais jamais avant. Et j'ai commencé aussi à sortir de cette coquille. J'ai commencé à repéter cette carapace, mais genre en force et en puissance, en mode OK. Donc là, en fait, je viens de traverser 3 ans de ouh, de gros brouillard, de flou, de je ne sais pas qui je suis, où je suis, comment je vais, à un truc puissant de dingue qui fait: «OK meuf». Tu sais un peu comme les super-héroïnes qui reviennent en «Pouah!» genre comme ça, tu as la fumée qui sort, tu as la cape qui est là, les cheveux dans le vent magnifique en mode: «OK meuf, tu es pas prête parce que là maintenant je suis là de nouveau». Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Mon podcast, il sort pas pour une raison, enfin comment dire? Il sort vraiment pour une bonne raison, clairement. Mon business en ligne décolle, mon Instagram décolle. Je me suis formée au Human Design, les filles. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est une pépite. Le Human Design m'a apporté une compréhension de moi énormissime, une compréhension de mon mari, de mes filles, comment on fonctionne au quotidien. J'accompagne mes clientes professionnelles aussi avec le Human Design. Quel job va être le plus impactant pour toi? Comment tu gères ton énergie dans ton boulot? Je les accompagne aussi quand j'ai le programme Human Boost, où là on fait des 2 petits coachings vraiment, très privés quoi, sur leurs problématiques du jour et cetera, et en plus de ça, on accompagne avec le Human Design où je renforce encore plus leur identité, leur personnalité. Parce que j'ai vraiment une lecture qui est hyper complète de par la formation que j'ai suivie et que je continue de suivre avec ma formatrice qui est exceptionnelle, qui s'appelle Elisa et que j'aime beaucoup et qui vraiment, m'apporte énormément, et c'est tellement profond et puissant ces lectures que je continue de me former, et je peux vous assurer les filles que quand je vous fais des lectures, c'est au taquet, hein. Je dis pas juste les grandes lignes, hein. Vous êtes vraiment au courant de tout ce dont vous pouvez être au courant, concernant, votre, lecture de Human Design. Donc ça, c'est vraiment important, et en plus de ça, il y a autre chose en fait qui vient. C'est-à-dire que là, les phases introspectives, je les ai. Je le ressens quand je médite, quand je prie. J'ai un truc immense qui est là en disant: «OK, je sais pourquoi je suis là». Et je sais pourquoi je suis là parce que les filles, si vous saviez le nombre de nanas que j'ai accompagnées dans des coachings, si vous saviez le nombre de femmes qui sont arrivées ne sachant plus du tout comment faire, parce qu'elles se sentaient débordées, pas à leur place, pas du tout alignées, pas du tout qui elles sont, elles n'osaient pas être elles-mêmes, elles n'osaient pas poser leurs limites. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui rayonnent, qui vraiment brillent de mille feux parce que elles ont compris qu'on était capable aujourd'hui, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, de créer notre réalité. La manifestation, la loi d'attraction, le fait qu'on soit aussi conscient de tout ce qu'on est en train de traverser et d'avoir une vision de ce qu'on veut. On pose nos actions en fonction de la vision que l'on a de soi. Et je t'assure que quand tu changes tes pensées, quand tu changes tes pensées, ta réalité change. Quand tu changes tes pensées, ta réalité change. Donc c'est là où moi j'ai envie d'être impactante avec vous et éclatante, éclaireuse, c'est ça. Meuf, je suis là pour éclairer ton chemin, pour que tu puisses comprendre où tu vas et comment faire les choses pour que ça aille de mieux en mieux pour toi. Et c'est hyper important que tu comprennes vraiment que il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent être mises en place, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans la vie, mais qu'à partir du moment où tu as une réelle intention qui vient du cœur et non de l'ego,
une réelle intention qui vient du cœur et non de l'ego. Je t'assure que tu as beaucoup de choses à faire. C'était mon premier podcast, les filles, parce que j'avais envie de vous faire un petit parcours rapidement de qui je suis aujourd'hui. Tu peux me suivre sur ludivine.coach sur Instagram avec grand plaisir. En tout cas, je te mets toutes les descriptions derrière et dis-toi que je vais tenter. Vraiment, je vais tenter de faire un podcast par semaine avec des sujets que tu peux m'envoyer aussi si tu as envie en privé parce que ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'accompagner, de pouvoir répondre à des questions. En tout cas, ce podcast, il est fait pour partager, pour penser, pour explorer et pour aller de mieux en mieux dans une vie de plus en plus, pardon, alignée. Je t'embrasse. Ciao.